La main se dissipa dans un nuage vaporeux, glissant doucement au sol avant de disparaître complètement, comme si elle n'avait jamais été là. En 2016, ma mère était venue s'installer temporairement chez moi parce que mon père était hospitalisé, et mon appartement se trouvait juste à côté de l'hôpital. Une nuit, j'ai fait un rêve troublant, le téléphone fixe sonnait, ma mère décrochait et, au bout du fil, on lui annonçait que mon père était décédé. Dans le rêve, c'était mon oncle, un médecin travaillant dans le même hôpital où mon père était soigné, qui lui donnait la nouvelle. Après avoir raccroché, elle se tournait vers moi, les larmes aux yeux, et me disait que mon père était parti. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. Le rêve m'avait laissé un étrange sentiment d'angoisse. J'ai bu un verre d'eau pour me calmer et me suis convaincu que ce n'était qu'un cauchemar. Mais alors que je commençais à me sentir soulagé, le téléphone s'est mis à sonner. Je suis resté figé, incapable de bouger, regardant ma mère décrocher. Je l'observais à distance, scrutant chaque changement sur son visage. Très vite, son expression s'est figée, et des larmes ont commencé à couler silencieusement sur ses joues. Elle a raccroché et, en se tournant vers moi, elle m'a dit que mon oncle venait de l'appeler pour nous annoncer que mon père venait de décéder. Je n'ai jamais su comment expliquer cette coïncidence ou cette prémonition. C'est la seule expérience vraiment étrange qui m'ait jamais marqué. Jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai parlé à personne. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison avec mes 2 colocataires. La maison avait été complètement rénovée avant notre arrivée, au point que même les tringles de douche avaient été retirés. J'ai eu la chance d'obtenir la chambre principale avec une grande penderie et un détail un peu particulier, un accès au grenier situé au plafond de la penderie. Rien de quoi s'inquiéter au départ, juste une caractéristique parmi d'autres dans une vieille maison. Le matin, comme tous les jours avant le travail, je suis allé dans ma penderie pour attraper une chemise. C'est une routine que je répète plusieurs fois par jour depuis mon arrivée. Mais cette fois, en ouvrant la porte, quelque chose m'a immédiatement paru étrange. Un veste que je n'avais jamais vu auparavant était parfaitement accroché parmi mes propres vêtements. Elle ne ressemblait à rien que je possède ou que je porterais. C'était une veste robuste, probablement un modèle de mécanicien ou de travailleur. Elle avait 2 zones plus claires sur le devant, manifestement là où des étiquettes nominatives avaient été arrachées. Le genre de vêtement utilitaire qui n'a rien à voir avec mon style. Je suis resté figé un instant, essayant de comprendre comment cette veste avait pu arriver là. Je fouille cette penderie quotidiennement. Si cette veste avait été là avant, je l'aurais forcément remarqué. Ma première pensée a été de demander à mes colocataires. Peut-être l'un d'eux avait trouvé cette veste quelque part et, par erreur, l'avait accrochée dans ma penderie en pensant qu'elle m'appartenait. Mais quand je les ai interrogés, ils m'ont tous les 2 juré qu'ils ne savaient rien à ce sujet. Aucun d'eux n'avait vu ou touché cette veste avant. C'est là que les choses sont devenues vraiment troublantes. Si ce n'étaient pas mes colocataires, alors comment cette veste avait-elle pu arriver ici ? Je me suis retrouvé face à 3 possibilités, tout aussi inquiétantes les unes que les autres. La possibilité la plus effrayante, il y aurait un étranger qui vivrait dans le grenier au-dessus de ma penderie. Peut-être descend-il parfois sans que je le sache, et cette veste est un signe qu'il joue maintenant avec mes nerfs. L'idée me glace le sang. J'ai même envisagé de vérifier le grenier, mais je n'ai pas encore eu le courage. La possibilité la plus étrange, un glitch dans la matrice. Peut-être que cette veste est littéralement apparue dans ma penderie par un caprice inexplicable de la réalité. Ce genre de théorie est certes fascinante, mais elle me laisse encore plus perplexe qu'effrayé. Une théorie plus légère, et si je m'étais mis à marcher dans mon sommeil, et que j'avais involontairement volé cette veste à quelqu'un, peut-être un mécanicien. Cela expliquerait l'origine du vêtement, mais je n'ai jamais été somnambule de ma vie, et franchement, je doute que j'ai pu le faire. Une chose est sûre, je n'ai aucun souvenir de cette veste. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté, ni un objet que j'aurais accroché dans ma penderie sans m'en souvenir. Chaque fois que j'ouvre cette porte maintenant, je me sens mal à l'aise. La veste est là, silencieuse, un témoin inexplicable de quelque chose que je ne comprends pas.
Ce matin, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Chaque matin, sur le chemin du travail, je m'arrête dans une petite supérette pour acheter une boisson énergisante. Mon trajet étant assez long, je la bois généralement en route. Hier, j'ai essayé une nouvelle marque que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait une canette d'un rose vif distinctif. En conduisant, j'ai pris une gorgée, mais je n'ai pas aimé. Je l'ai donc reposée dans le porte-gobelet de la voiture et j'ai continué mon trajet. La canette est restée presque pleine, et je l'ai complètement oubliée. Ce matin, ma routine s'est déroulée comme d'habitude. Je me suis arrêté à la supérette et j'ai acheté une canette de Red Bull, un classique que je préfère. En retournant à ma voiture, j'ai remarqué la canette rose vive d'hier encore dans le porte-gobelet. Elle était toujours presque pleine. Pensant que je n'avais pas besoin de cette vieille boisson que je n'aimais pas, je l'ai prise, suis allé jusqu'à la poubelle située à l'extérieur du magasin, et je l'ai jetée. Mais en retournant à ma voiture et en ouvrant la portière, j'ai figé sur place. Là, dans le porte-gobelet, se trouvait à nouveau la canette rose vif. J'étais stupéfait. Je suis resté planté là un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Finalement, j'ai pris la canette, toujours pleine, et je suis retourné à la poubelle pour vérifier. En arrivant à la poubelle, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu la première canette rose vive que j'avais jetée quelques instants plus tôt. Elle était bien là, posée sur le tas d'autres déchets. Mais il n'y avait aucune autre canette similaire. Rien qui puisse expliquer pourquoi j'avais deux canettes identiques. Déterminé à comprendre, j'ai mis la main dans la poubelle et j'ai récupéré la première canette. Elle était légèrement inclinée, donc un peu de boisson s'était écoulé, mais elle était toujours presque pleine. Je me suis retrouvé debout, devant cette supérette, une canette de boisson énergisante rose vive dans chaque main. Elles étaient identiques, même marque, même état, presque pleines. Je n'arrivais pas à rassembler mes pensées. Je suis retourné à la voiture, les deux canettes dans les mains, essayant de trouver une explication rationnelle. Sur le trajet, j'ai appelé ma femme pour lui raconter ce qui venait de se passer. Elle a éclaté de rire, pensant que je lui faisais une blague ou que j'avais mal vu. Mais je sais ce que j'ai vu, et je n'ai aucune explication logique. Quand j'avais environ 8 ans, ma famille est partie camper près d'un lac. Nous étions avec plusieurs autres familles qui avaient aussi amené leurs enfants. Pendant que les adultes s'occupaient de leurs propres activités, nous, les enfants, explorions les environs. Une des choses que j'aimais faire avec un autre garçon était de chercher des écrevisses dans les zones peu profondes du lac. C'était une sorte de chasse aux trésors aquatiques qui nous tenait occupés pendant des heures. Alors que je cherchais dans l'eau, je me suis aventuré un peu plus loin que d'habitude, au point que l'eau m'arrivait à la taille. Le lac n'était pas complètement clair, mais il n'était pas boueux non plus. Je pouvais distinguer la zone peu profonde, où le fond était pâle, et une zone plus sombre, où l'eau devenait soudainement plus profonde. Ce que je ne savais pas, c'est que cette transition marquait une chute abrupte vers des eaux beaucoup plus profondes. Sans m'en rendre compte, j'ai mis un pied dans la zone sombre et perdu l'équilibre. Mon corps a commencé à basculer en avant, et en une fraction de seconde, j'ai senti que j'allais tomber dans le vide liquide. Mais avant que cela n'arrive, quelque chose m'a arrêté. Une main pâle et fine a saisi ma jambe. Elle n'a pas tiré, ni agrippé avec violence, elle m'a poussé doucement mais fermement vers les eaux peu profondes. J'étais pétrifié, mais je me souviens avoir vu clairement ce bras descendre à nouveau dans l'obscurité de l'eau avant que je ne retrouve mon équilibre et que je me précipite vers le rivage. Mon cœur battait à tout rompre, et je ne savais pas si je devais être terrifié ou reconnaissant. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à mes parents, ils ont ri, pensant que je m'étais inventé une histoire ou que j'avais rêvé. Mais je sais ce que j'ai vu. Cette main était bien réelle, et je peux encore me souvenir de sa pâleur contrastant avec la profondeur sombre de l'eau. Au fil des années, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était un débris dans l'eau, une branche ou une algue qui a donné cette impression. Mais cela n'explique pas la sensation d'une main, les doigts distincts, ni la direction claire du mouvement qui m'a poussé vers la sécurité. J'ai fait quelques recherches plus tard sur ce lac. Aucune histoire de noyade ou de corps retrouvé n'a jamais émergé.
Rien qui puisse expliquer ce que j'ai vécu ce jour-là. Pourtant, cette expérience est gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. Mes parents continuent de penser que j'ai tout inventé, mais moi, je sais ce que j'ai ressenti, vu et vécu. Je vis dans une petite ville d'environ 50 000 habitants. C'est le genre d'endroit où vous croisez régulièrement des visages familiers et où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais depuis environ un an, des choses étranges ont commencé à m'arriver. À plusieurs reprises, des gens que je ne connais pas viennent me voir au travail et me demandent « Tu as changé de boulot récemment ?» Chaque fois, je leur réponds, un peu confuse, « Non, pourquoi ?» Ils haussent les épaules, s'excusent et s'éloignent, me laissant perplexe. C'était curieux, mais pas encore assez pour me troubler. Puis, il y a quelques mois, les choses ont pris une tournure bien plus étrange. Ma mère m'a appelé un jour pour me demander si j'étais dans le magasin d'animaux local, là où mon beau-père était en train de faire des courses. J'ai répondu que non, bien sûr. Elle m'a alors envoyé une photo. En voyant l'image, j'ai eu un choc. C'était moi. Ou du moins, ça y ressemblait terriblement. Même mes propres yeux ont hésité. Je me suis surprise à me demander, est-ce que j'ai perdu un peu de poids ? Parce que, franchement, je trouvais que j'avais l'air bien sur cette photo. Puis je me suis rappelé que ce n'était pas une photo de moi. Ma mère m'a expliqué que mon beau-père avait pris cette photo parce qu'il était persuadé que c'était moi. Il s'était approché d'elle, lui avait parlé comme si c'était moi, avant de réaliser que ce n'était pas le cas. C'est là que les choses sont devenues vraiment troublantes. La femme sur la photo n'était pas juste une simple ressemblance. Elle était identique à moi, jusque dans les moindres détails. Je suis couverte de cicatrices de mutilation. Ce sont des marques profondes, visibles, que je porte depuis des années. Et cette femme sur la photo avait exactement les mêmes cicatrices, placées au même endroit. Comme si elle portait mon histoire sur sa peau. Ce n'était pas tout. J'ai un tatouage de serpent sur mon bras droit. Un design que j'ai choisi avec soin, qui me représente profondément. Cette femme avait le même tatouage, au même endroit, avec le même style. Elle portait également des lunettes identiques aux miennes, celles que je porte tous les jours. Et comme si cela ne suffisait pas, elle portait une tenue que j'avais déjà portée avant. C'était comme si quelqu'un avait pris chaque détail de ma vie et l'avait dupliqué. Même moi, en regardant la photo, j'ai eu du mal à croire que ce n'était pas une photo de moi. Tout était trop précis, trop similaire pour être une simple coïncidence. Depuis cet événement, je n'arrête pas d'y penser. Je veux la rencontrer. J'ai commencé à poser des questions à des gens autour de moi, décrivant cette femme comme ma doppelganger. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles savaient de qui je parlais. Apparemment, son nom ressemble à Carrie, mais ce n'est pas exactement ça. Malheureusement, je n'arrive pas à me souvenir de ce que m'a dit une femme qui est venue au travail récemment et qui semblait la connaître. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, qui est-elle ? Est-ce une personne qui suit mes mouvements, qui veut être moi ? Est-ce une admiratrice obsessionnelle, ou pire, une personne qui me connaît depuis longtemps et qui imite chaque aspect de ma vie ? Cela me semble fou, mais il y a tellement de coïncidences que j'ai du mal à rejeter cette idée. Cela fait des mois maintenant, et cette rencontre fortuite continue de me hanter. Il y a quelque chose de profondément déconcertant dans le fait de savoir qu'il existe quelqu'un, dans votre propre ville, qui est une copie presque parfaite de vous, jusque dans vos cicatrices, vos choix de mode et vos tatouages. Je ne sais pas si je suis paranoïaque, si je fabule, ou si je suis confronté à un phénomène que je ne peux pas expliquer. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas arrêter de chercher des réponses. Est-ce qu'une telle chose est déjà arrivée à quelqu'un d'autre ? En novembre 2019, avant que quiconque ne parle de Covid-19 au Royaume-Uni, mon fiancé et moi avons tous les deux été malades. Nous ne savions pas ce que c'était à l'époque, et ce n'est que des mois plus tard que nous avons compris que c'était probablement ça. Le virus a frappé plus durement mon fiancé que moi. Tout ce qu'elle voulait manger, c'était des pâtisseries. De mon côté, bien que je me sentais extrêmement mal, j'étais encore capable de sortir du lit.
J'ai donc décidé de faire un tour à l'épicerie, malgré mon état, en me disant que je pouvais toujours prendre le bus pour rentrer. Sur une journée normale, il faut environ 35 minutes pour aller à pied jusqu'au magasin. Je précise que je suis atteint de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique, donc même sans être malade, une telle marche demande déjà un effort considérable. Ces détails vont s'avérer importants pour la suite. Ce jour-là, la marche a été encore plus longue. Je devais m'arrêter constamment pour tousser et reprendre mon souffle. Finalement, j'ai pu acheter les pâtisseries qu'elle désirait, ainsi qu'un médicament pour soulager ma gorge. Mais, en arrivant à la station de bus située juste à côté du magasin, j'ai découvert que les bus ne fonctionnaient pas normalement. Apparemment, beaucoup de chauffeurs étaient malades à cause de ce virus qui circulait. À cette époque, personne ne savait encore que c'était le Covid-19. Ce n'est qu'en février 2020 que nous avons appris ce qu'il en était. J'ai donc envoyé un message à mon fiancé depuis la station de bus, lui disant que je rentrais à pied et que je reviendrais quand je reviendrais. Elle a répondu presque immédiatement, m'encourageant à prendre mon temps. J'ai mis mes écouteurs, lancé ma musique, je me souviens très bien qu'il s'agissait d'une chanson de 10 minutes et commencé à marcher. Je me rappelle distinctement avoir atteint le coin du bâtiment du magasin et tourné. Puis, le souvenir suivant, c'est moi remontant l'allée de notre jardin et ouvrant la porte de la maison. Quand je suis entré, mon fiancé était descendu pour se servir un verre d'eau et avait l'air complètement déconcerté en me voyant. Elle m'a demandé de regarder l'heure du message que je lui avais envoyé. Le message où je disais que je commençais à marcher avait été envoyé 6 minutes plus tôt. Il est physiquement impossible que j'aie parcouru les 3 kilomètres qui séparent le magasin de notre maison en 6 minutes, même en courant. Nous jouons souvent à Pokémon Go et connaissons bien cette distance. De plus, en arrivant, je n'étais ni essoufflé, ni en sueur, et je n'ai pas eu de quinte de toux comme cela m'arrivait systématiquement après ce genre d'effort. Et pour couronner le tout, ma chanson n'était même pas terminée. J'étais encore à la moitié. La seule explication que j'ai pu trouver est que, d'une manière ou d'une autre, je me suis téléporté. L'autre soir, j'étais tranquillement installé dans ma chambre, quand le bruit répétitif et incessant de mon horloge murale a commencé à m'agacer. C'est une horloge mécanique classique, fonctionnant avec une pile, qui produit ce tic-tac caractéristique. Il était environ 23 heures, et bien qu'elle indiquât l'heure exacte, ce bruit devenait insupportable. Agacé, j'ai décidé de retirer la pile pour m'offrir un peu de calme. Lorsque j'ai enlevé la pile, l'horloge s'est arrêtée immédiatement. Les aiguilles se sont figées à 11h01, et un silence apaisant a envahi la pièce. Je me suis senti soulagé. Je suis allé me coucher, laissant l'horloge sur mon bureau, immobile. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de remettre la pile dans l'horloge. Je voulais simplement qu'elle fonctionne à nouveau, peut-être par souci de routine. Je me suis levé et j'ai regardé l'heure sur mon téléphone, il était 3h38. L'horloge était toujours là, immobile, exactement où je l'avais laissée. Les aiguilles étaient toujours figées à 11h01, comme prévu. Je suis allé chercher la pile, posée de l'autre côté de mon lit, et je l'ai remise dans l'horloge. Mais avant de la réactiver, j'ai voulu ajuster les aiguilles manuellement pour les mettre à l'heure. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les aiguilles étaient déjà sur 3h38. Exactement la même heure que celle affichée sur mon téléphone. Je suis resté figé, essayant de comprendre comment cela pouvait être possible. L'horloge n'avait pas bougé de son emplacement. La pile avait été retirée, et les aiguilles étaient restées figées pendant tout ce temps. J'étais seul dans ma chambre, et personne n'avait pu toucher à l'horloge pendant la nuit. Elle aurait dû indiquer 11h01, l'heure à laquelle elle s'était arrêtée. Et pourtant, les aiguilles étaient parfaitement synchronisées avec mon téléphone. J'ai inséré la pile, et l'horloge s'est remise à faire tic-tac, comme si de rien n'était. Mais moi, je n'arrivais pas à me sortir cette situation de la tête. Aucun scénario logique ne pouvait expliquer ce qui venait de se produire. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont emmené dans un camping pour rendre visite à des amis.
Ces derniers avaient un fils de mon âge avec qui je m'entendais bien, la plupart du temps. Cependant, dès qu'il y avait d'autres enfants autour, il avait tendance à essayer de se moquer de moi pour impressionner les autres. Ce jour-là, lui et moi étions allés pêcher, mais peu avant de repartir, un autre garçon s'était joint à nous, et aussitôt, il avait commencé à me taquiner. Ne voulant pas rester coincé sur un bateau à subir ces moqueries, j'ai décidé de rentrer seul au camping. Je ne voulais pas retourner directement auprès de mes parents, car ils m'auraient interrogé sur le fils et je n'avais pas envie de m'expliquer. Alors, j'ai décidé de marcher tranquillement sur une route en forme de U qui entourait le camping. Au centre du U, il y avait des campeurs, et de l'autre côté, des bois et un lac. Au milieu de cette boucle, il y avait un petit parc avec des balançoires. Parfait, me suis-je dit. Je vais m'asseoir là jusqu'à ce que je pense qu'il soit assez tard pour retourner au camp. Alors que je me balançais doucement, mon regard s'est posé sur un sentier qui semblait se faufiler à travers les roseaux, juste en face de moi. Intrigué, je me suis levé et j'ai commencé à suivre ce chemin de terre. De chaque côté, il y avait des roseaux hauts et denses. En marchant au centre du sentier, j'étendais mes bras, mes doigts effleurant à peine les tiges de part et d'autre. Le chemin était parfaitement droit, une seule direction, sans croisement ni embranchement. Après environ 10 minutes de marche, je suis arrivé à une petite mare. L'eau était d'une clarté fascinante, presque irréelle. Une étrange envie de boire cette eau m'a envahi. Je me suis accroupi au bord de l'eau, prêt à plonger mes mains pour en boire une gorgée. C'est alors que j'ai ressenti un frisson parcourir tout mon corps. Les poils sur ma nuque se sont dressés, et c'était comme si je m'étais brusquement réveillé d'un rêve. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je m'apprête à boire de l'eau d'un étang ? Pourquoi suis-je même venu ici ? Une panique sourde a commencé à monter en moi, et un instinct de survie m'a poussé à faire demi-tour. Je me suis retourné, décidé à retracer mes pas sur le chemin que je venais de prendre. C'était un sentier unique, simple et droit, sans autre possibilité de se perdre. Pourtant, à mesure que je marchais, les choses ont commencé à changer. Soudain, des insectes que je n'avais pas remarqués à l'aller sont apparus, bourdonnant autour de moi en nuée. La sensation de calme avait disparu, remplacée par une cacophonie de bruissements et de bourdonnements incessants. Le sentier qui était large au départ s'est progressivement rétréci. Les roseaux et les hautes herbes étaient maintenant si proches que je devais me tourner sur le côté pour avancer. Plus je marchais, plus je sentais l'étau se resserrer autour de moi. J'ai crié à l'aide, désespéré, et une voix féminine m'a répondu « Ça va, mon chou ?» Je lui ai crié que j'étais perdu, et elle m'a rassuré « Continue tout droit, je te vois. » Je ne voyais personne, rien d'autre que des roseaux et des herbes. Mais j'ai continué à avancer comme elle me l'avait dit. Quelques pas plus tard, j'ai émergé sur la route, tout près du parc. Je me suis retourné pour regarder derrière moi et il n'y avait aucun sentier. Rien. Juste les roseaux et l'herbe, comme si le chemin n'avait jamais existé. Une femme se tenait près des balançoires. Elle avait un air doux mais sérieux. Voyant que j'étais couvert de griffures, elle a sorti un mouchoir de son sac à main et a commencé à essuyer doucement les éraflures sur mes bras. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais elle n'a rien dit. Elle m'a simplement regardé avec une expression grave avant de dire « Oublie ça, d'accord ? N'y pense plus. Tout va bien maintenant. C'est tout ce qui compte. » Elle a insisté sur ces mots, presque comme un ordre. Je n'ai jamais revu cette femme, et je n'ai jamais parlé de cette expérience à mes parents. Mais l'incident me hante encore aujourd'hui. Avec le temps, j'ai essayé de trouver une explication. Peut-être que je m'étais désorienté à cause des insectes ou de ma propre peur. Peut-être que mon esprit m'avait joué des tours. Mais une part de moi n'arrive pas à écarter l'idée qu'il se passait quelque chose de plus sinistre. Comme si ce chemin n'avait jamais été destiné à être emprunté. Comme si quelque chose avait essayé de me garder là-bas, pour de bon. Il était environ 3 heures du matin quand j'ai été rappelé au travail. Je me trouvais dans une zone très rurale de l'ouest de l'État de Washington, où les routes sont sombres et bordées par des forêts épaisses. Alors que je négociais un virage, mes phares ont éclairé une silhouette qui m'a glacé le sang, une femme en chemise de nuit, immobile sur le bord de la route,
fixant intensément une pente raide qui s'élevait au-dessus d'elle. Elle ne faisait aucun mouvement, regardant loin de la route, comme si quelque chose d'invisible captivait toute son attention. Ce qui rendait la scène encore plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas de maison ou de bâtiment dans les environs. Pas à des kilomètres à la ronde. Une partie de moi voulait continuer à rouler, ignorer cette vision et ne pas m'en mêler, mais quelque chose m'a poussé à agir. J'ai roulé encore 1 minute avant de m'arrêter sur le bas-côté et j'ai appelé les urgences, expliquant ce que je venais de voir. Peu de temps après, un shérif est arrivé sur place. Je suis retourné avec lui à l'endroit exact où j'avais vu la femme, mais il n'y avait plus personne. Nous avons cherché des indices, des traces, quoi que ce soit, mais rien. Pas de pas, pas de vêtements abandonnés, pas de voiture à proximité. La femme semblait s'être volatilisée. Le shérif avait l'air tout aussi perplexe que moi. Après quelques minutes de recherche infructueuses, il m'a simplement dit que ce genre de signalement était rare, mais pas inconnu dans les environs. J'ai repris la route, troublé et incapable de chasser l'image de cette femme de mon esprit. Encore aujourd'hui, je me demande si ce que j'ai vu était réel ou si j'ai été témoin de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Une partie de moi espère ne jamais trouver de réponse. Quand j'avais environ 11 ou 12 ans, c'était un après-midi ordinaire. Mon petit frère, un ami et moi avions décidé d'aller jouer au football dans un parc un peu éloigné, un endroit que nous aimions bien justement parce qu'il était souvent désert. Ce parc, perdu en bordure d'une forêt, avait une atmosphère particulière, paisible et légèrement inquiétante à la fois, surtout lorsqu'on était seul. Ce jour-là, nous étions loin d'imaginer que cette tranquillité serait brisée par quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous jouions depuis un moment, riant et courant après le ballon, quand mon frère a remarqué des silhouettes à l'autre bout du parc. En tournant la tête, j'ai vu un petit groupe de 3 ou 4 personnes qui s'approchaient. Ils n'avaient pas l'air de simples promeneurs. Ce qui a tout de suite attiré notre attention, c'était leurs vêtements. Ils portaient des habits d'un autre temps, des vêtements qu'on aurait pu voir dans un film sur l'époque victorienne, longues robes, vestes sombres, chemises à col rigide. Leur allure étrange nous a figés sur place, le ballon oublié à nos pieds. Curieux, mais légèrement méfiants, nous les avons observés en silence. Ils ont choisi un grand arbre, dont les branches épaisses s'étendaient largement au-dessus de leur tête, et ont commencé à poser une boîte en bois au pied du tronc. Ensuite, ils ont attaché une corde à une des branches, ajustant soigneusement le nœud coulant. Nous étions trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui se passait, mais un malaise grandissait en nous. Ce n'était pas normal. Puis, l'un d'entre eux, un homme, s'est avancé. Il s'est tenu sur la boîte et a passé le nœud coulant autour de son cou, comme s'il s'apprêtait à exécuter une sorte de rituel. Avant que nous puissions réagir ou comprendre ce qui se passait, un autre membre du groupe a donné un coup de pied dans la boîte. Le premier homme s'est retrouvé suspendu, la corde tendue, son corps se balançant légèrement dans un silence étrange. Pas un cri, pas une parole. Ils agissaient avec un calme dérangeant, presque mécanique. Nous étions figés d'effroi, incapables de bouger ou de parler. Le temps semblait s'étirer, mais finalement, après quelques secondes, peut-être 1 minute, les autres ont replacé la boîte sous ses pieds. Ils l'ont aidé à se libérer, comme si tout cela était parfaitement normal. Ensuite, une autre personne a pris sa place, répétant exactement le même processus. Je me souviens d'avoir regardé mon frère et mon ami, cherchant une explication dans leurs yeux. Mais eux aussi étaient pétrifiés. Nous avons fini par nous éloigner doucement, sans faire de bruit, comme si nous avions peur d'attirer leur attention. Puis, une fois à bonne distance, nous avons couru. Nous avons quitté le parc sans nous retourner, le cœur battant à tout rompre. Cette scène est restée gravée dans ma mémoire comme un cauchemar éveillé. Pendant des années, je n'ai pas osé en parler, même à mes parents, de peur qu'ils ne me croient pas ou qu'ils pensent que j'inventais tout cela. Mais à chaque fois que je reviens sur cette histoire, je vérifie avec mon frère pour être sûr que je ne suis pas fou. Et il se souvient des mêmes détails, les vêtements, l'arbre, la corde, les boîtes. Tout était réel. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. À ma première année à l'université,
je vivais dans une résidence étudiante avec une colocataire avec qui je m'entendais bien, mais que je connaissais depuis à peine un mois. Nous étions proches sans pour autant nous confier des détails très personnels. Elle savait cependant que j'avais perdu mon père, mais je ne lui avais jamais parlé de mon enfance de façon approfondie. Un matin, elle m'a réveillé doucement et m'a demandé, l'air un peu hésitant. « Est-ce que ton père t'appelait par un surnom bizarre, quelque chose comme Billy ?» J'étais figé. Ce surnom, je ne l'avais pas entendu depuis que j'avais 6 ou 7 ans. C'était un souvenir enfoui, quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Je savais avec certitude que je ne lui en avais jamais parlé. Ce surnom était lié à une époque bien lointaine, presque oubliée. Elle a alors poursuivi, visiblement troublée elle aussi. Elle m'a raconté qu'elle avait fait un rêve où mon père lui était apparu. Dans ce rêve, il lui avait demandé de veiller sur moi, en utilisant précisément ce surnom d'enfance. J'en ai eu les larmes aux yeux. La perte de mon père avait toujours été une douleur sourde, une ombre sur mes moments importants. Il n'avait pas vu mes années de lycée, ni mes premiers pas dans l'université. Pourtant, à travers ce rêve, j'ai eu la sensation qu'il était là, quelque part, qu'il me suivait, qu'il veillait sur moi. Cela reste l'une des expériences les plus étranges et réconfortantes que j'ai vécues. Et depuis, j'aime croire que, d'une certaine manière, il continue d'être présent dans ma vie, même si je ne peux pas le voir. Ma meilleure amie et moi avions décidé de passer la nuit chez sa grand-mère, impatiente de profiter du tout nouvel aménagement de l'attique. Ce grenier rénové devait devenir son petit studio d'adolescente, un espace rien qu'à elle. Tout était flambant neuf, un immense canapé confortable, des étagères bien fixées au mur, le tout dans des tons blancs et rose pâle. C'était l'endroit parfait pour un sleep-over. La soirée s'est déroulée comme on pourrait l'imaginer pour 2 filles de 15 ans, on s'est peint les ongles, on a regardé des DVD, et bien sûr, on a longuement discuté des derniers potins de l'école en éclatant de rire. Vers 3 heures du matin, fatiguée mais heureuse, nous avons décidé qu'il était temps d'aller dormir. L'attique était équipée d'une chambre adjacente avec un lit, et nous avons quitté la pièce pour nous y installer. À peine étions-nous allongés, probablement pas plus de 10 minutes plus tard, un bruit étrange a brisé le silence. D'abord, un léger grattement, suivi d'un énorme bang. Nous nous sommes redressés d'un bond, nos cœurs battant la chamade. Le bruit venait clairement de l'attique, la pièce que nous venions de quitter. Hésitante mais poussée par une curiosité mêlée de peur, nous avons décidé d'aller voir ce qui s'était passé. En entrant, une scène incompréhensible nous attendait. Une des étagères, pourtant solidement vissée au mur, était tombée, mais pas simplement tombée. Elle était à presque 4 mètres de l'endroit où elle était fixée, comme si quelqu'un l'avait arrachée et jetée violemment à travers la pièce. Le plus dérangeant ? Ce n'était pas juste une chute. Là où l'étagère s'était écrasée, il y avait un trou de presque 2 cm dans le sol. Quant au trou sur le mur, là où les vis étaient ancrées, il n'était pas simplement élargi ou usé comme si les vis avaient lâché. Non, c'était comme si quelque chose avait saisi l'étagère avec une force brute et l'avait arrachée, arrachant le bois et le béton autour des vis. Nous étions figés, incapables de trouver une explication rationnelle. Rien ne semblait logique. Tout dans la pièce était resté à sa place, sauf cette étagère. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ce n'était pas un défaut de montage, car elle avait été solidement fixée. Alors quoi ? Qui, ou quoi, pouvait avoir fait ça ? Nous avons passé le reste de la nuit blottis sous les couvertures, dans un silence tendu, les yeux grands ouverts. Je me souviens encore des frissons qui me parcouraient le dos chaque fois que je repensais à cette scène. Même aujourd'hui, des années plus tard, j'ai la chair de poule rien qu'en y repensant. Cette nuit-là reste un mystère total, et je ne sais pas si je veux un jour connaître la vérité. Quand j'avais environ 9 ans, mon ami et moi avions organisé une soirée pyjama chez lui. Ses parents étaient sortis à un dîner qui s'était transformé en soirée, et son frère, Jim, était probablement en train de se défoncer quelque part. C'était une soirée classique, on jouait à Minecraft sur la Xbox 360 dans le sous-sol, profitant de notre liberté temporaire. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit.
Il était environ 21 heures. Les parents de mon ami venaient d'appeler pour dire qu'ils allaient rentrer plus tard. Tout était calme jusqu'à ce que nous entendions la porte d'entrée s'ouvrir. Elle avait un bruit distinctif, un grincement long et sinistre qu'on ne pouvait pas confondre. On a simplement supposé que c'était son frère, Jim, qui rentrait. Rien d'alarmant. On a continué à jouer, concentrés sur notre écran. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des pas, directement au-dessus de nous, dans la cuisine. Encore une fois, ça ne nous a pas inquiétés. Après tout, Jim devait sûrement chercher de quoi grignoter. Mais puis, nous avons entendu un second ensemble de pas. Là, c'était étrange. On s'est regardé, un peu perplexe, mais on a rapidement conclu que c'était peut-être un ami de son frère qui l'accompagnait. C'est alors que les choses ont commencé à devenir dérangeantes. Il y a eu un bruit de grattement contre la porte du sous-sol. On s'est figé. Mon ami m'a regardé avec des yeux écarquillés et j'ai chuchoté, « C'est moi, ou il y a quelque chose qui gratte ?» Il a acquiescé, nerveux. Son frère n'avait pas d'animaux, donc ce n'était pas un chien ou un chat. Prenant mon courage à deux mains, j'étais le plus âgé de 2 mois, j'ai attrapé une batte de baseball qui traînait et j'ai ouvert la porte. Il n'y avait rien. Absolument rien. Un peu frustré, j'ai crié vers l'étage, « Jim. Arrête de nous faire peur, c'est pas drôle. » Mais il n'y a eu aucune réponse. Nous sommes retournés nous asseoir, essayant de nous convaincre que ce n'était qu'une mauvaise blague. Puis, un grattement s'est fait entendre, cette fois à la fenêtre du sous-sol. Là, on a commencé à paniquer. On restait assis, l'un surveillant la porte, l'autre fixant la fenêtre, nos cœurs battant la chamade. Encore une fois, il y a eu un grattement à la porte. Avec la batte toujours en main, j'ai ouvert violemment. Rien. Absolument rien. À ce moment-là, on a décidé de barricader la porte et de bloquer la fenêtre avec tout ce qu'on pouvait trouver. Après ça, il n'y a plus eu de bruit. On est resté éveillé, tremblant, jusqu'à ce que la fatigue nous gagne. Le lendemain matin, on a été réveillé par des coups sur la porte du sous-sol. C'était le père de mon ami. Furieux, il nous a demandé pourquoi la porte était barricadée. On a enlevé les meubles, et il est entré dans la pièce, hors de lui. « Pourquoi diable avez-vous déchiré la moustiquaire de la porte d'entrée ?» a-t-il demandé. Confus, on l'a suivi jusqu'à l'étage, et là, nous avons vu la moustiquaire. Elle était en lambeaux, comme si quelque chose l'avait griffée sauvagement. On a essayé de lui expliquer ce qui s'était passé, en suggérant que c'était sûrement Jim qui avait voulu nous faire une blague. Mais ce que son père nous a dit ensuite nous a glacés jusqu'aux os, Jim n'est pas rentré hier soir. On l'a déposé en ville avec ses amis, et il a passé la nuit là-bas. La maison de mon ami était à une demi-heure de la ville, et aucun des amis de son frère n'avait de voiture. Nous nous sommes regardés, sans voix. Personne ne nous a cru. Ses parents ont accusé notre imagination débordante et ont refusé de considérer une autre possibilité. Résultat, on a dû partager les frais pour remplacer la porte du sous-sol, qui était couverte de marques de griffures, et la moustiquaire de la porte d'entrée. Aujourd'hui encore, quand on se voit, on reparle de cette nuit. Lors d'un road trip de New Jersey à Caroline du Nord, mon ami et moi avions décidé de faire une pause déjeuner dans une petite ville du Maryland. Je ne me souviens pas du nom de l'endroit, mais dès que nous avons emprunté la rue principale, une sensation étrange nous a envahis. C'était comme si le temps s'était arrêté. Il faisait jour, en plein après-midi, mais la ville semblait déserte. Pas une seule âme ne se promenait dans les rues, et tout était silencieux d'une manière qui nous paraissait anormale. Après avoir cherché des options pour manger, nous n'avons trouvé qu'une seule possibilité, une pizzeria. Pas de fast-food, pas d'autres restaurants. Juste cette pizzeria qui semblait être le seul endroit vivant de la ville. Nous nous sommes garés juste devant, mais c'est là que les choses ont pris une tournure encore plus bizarre. À travers les grandes fenêtres de la pizzeria, nous avons remarqué qu'elle était bondée. C'était comme si toute la population de la ville était réunie là, entassée à l'intérieur. Et ce qui nous a vraiment donné des frissons, c'est que dès que nous avons coupé le moteur,
toutes les personnes dans le restaurant se sont tournées pour nous regarder. Pas juste quelques-uns. Non, tout le monde, à l'unisson, a tourné la tête et fixé notre voiture. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à mon ami, et sans même échanger un mot, nous étions toutes les deux terrifiées. Quelque chose dans leur regard, cette synchronisation, nous mettait mal à l'aise, comme si nous étions des intrus qui n'auraient jamais dû arriver là. « Je n'ai pas envie d'aller là-dedans », ai-je murmuré. Mon ami a juste hoché la tête, ses yeux grands ouverts par la peur. Sans hésiter, nous avons redémarré et quitté la ville pour chercher à manger ailleurs. Sur le moment, je n'ai pas cherché à comprendre. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas savoir pourquoi toute cette ville semblait concentrée dans cette pizzeria ni pourquoi ils nous fixaient ainsi. Avec le recul, je me demande parfois ce que nous aurions découvert si nous avions eu le courage de franchir cette porte. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'une coïncidence, une réunion communautaire, une fête locale, ou juste une pizzeria très populaire à l'heure du déjeuner. Mais ce jour-là, ce n'est pas comme ça que cela nous a semblé. C'était comme si nous avions pénétré dans un décor sorti d'un roman de Stephen King ou d'une nouvelle de Lovecraft. Parfois, je plaisante en disant que nous aurions fini au menu du lendemain si nous étions entrés. Mais au fond, ce sentiment de malaise et de peur viscérale reste intact, même après toutes ces années. Je suis presque désolé de ne pas avoir résolu ce mystère, mais en même temps, je suis soulagé de n'avoir jamais su ce qui nous attendait dans cette pizzeria perdue au milieu de nulle part. Il y a quelques années, mon grand-père est décédé après de longues années de dialyse. Les médecins nous avaient prévenus que ce traitement ne durerait pas éternellement, qu'il deviendrait moins efficace avec le temps et qu'il faudrait un jour l'arrêter. Il avait 83 ans lorsqu'il est parti. C'était un homme robuste et en bonne santé malgré tout, et la dialyse avait prolongé sa vie de plusieurs années. Quand il est tombé malade, il a été hospitalisé. La dialyse a été arrêtée, et les médecins nous ont dit qu'il ne lui restait probablement que 48 à 72 heures à vivre. Toute la famille s'est réunie à l'hôpital, chacun faisant son possible pour être à ses côtés. Ils l'ont rendu aussi confortable que possible, lui administrant des médicaments pour qu'il ne souffre pas. Dans ces dernières heures, il oscillait entre des moments de lucidité et un état de somnolence où il semblait revivre des souvenirs. Il marmonnait et murmurait, souvent incompréhensible. Mais quand il ouvrait les yeux, il fixait un point précis au plafond, parlant distinctement à quelqu'un, une présence que nous ne pouvions pas voir. Cela se répétait encore et encore, toute la nuit. Puis, juste avant de rendre son dernier souffle, il s'est redressé brusquement dans son lit. Il était plus clair et alerte que nous ne l'avions vu depuis des jours. Il tenait la main de ma grand-mère, ses yeux fixés sur ce même point au plafond, et a demandé calmement. Il me demande si je veux transmettre un message à quelqu'un. As-tu quelque chose à dire à quelqu'un ? Ma grand-mère, bouleversée mais stoïque, a secoué la tête et répondu qu'il n'y avait rien. À ce moment-là, il s'est allongé doucement, a fermé les yeux et est parti, paisiblement. La pièce est restée silencieuse. Personne n'a osé parler, comme si chacun de nous tentait de comprendre ce que nous venions de vivre. J'avais la chair de poule sur tout le corps. Ce moment était si intense, si étrangement spirituel, que moi, qui ne suis pas religieux, j'ai ressenti une envie soudaine de courir dans une église pour prier. Ma mère, qui a passé toute sa carrière comme infirmière, s'occupant souvent de patients âgés, m'a dit plus tard que c'était une chose qu'elle avait déjà observée. Beaucoup de gens, juste avant de mourir, semblent fixer un point au plafond et parler à quelqu'un. Cette information, loin de me rassurer, m'a encore plus troublé. Je n'ai jamais su comment interpréter cet événement. C'était il y a quelques années, lors d'un voyage en voiture avec mon partenaire à travers le sud rural des États-Unis, en plein cœur des Appalaches. C'était une route sinueuse, le genre où chaque virage doit être pris avec prudence sous peine de finir en bas de la montagne. Devant nous, une seule voiture, une vieille Volvo beige, je crois. Nous connaissions cette route par cœur, ayant emprunté cet itinéraire plusieurs fois. En approchant d'un virage particulièrement serré, la voiture devant nous a brutalement heurté le garde-fou. Elle a percuté l'angle du virage, et l'avant gauche a semblé se désintégrer sous nos yeux.
On a vu des morceaux voler, pare-chocs, fragments de métal, peut-être même un phare. Ça avait l'air sérieux. Pourtant, au lieu de s'arrêter, le conducteur a continué comme si de rien n'était. Pas de pause, pas d'hésitation. Juste cette Volvo abîmée qui continuait à rouler. 10 minutes plus tard, nous sortons enfin des montagnes pour rejoindre une autoroute plus importante. Avec autant d'exits disponibles, on s'attendait à ce que la Volvo quitte la route pour aller chercher de l'aide ou vérifier les dégâts. Mais non, elle continuait toujours droit devant. Intrigué, on a décidé de doubler la voiture, utilisant la voie de gauche pour la dépasser. Et là, quand on passe à côté, rien. Pas une éraflure. Pas une trace de l'impact. La voiture était impeccable, comme si elle venait de sortir du concessionnaire. Mon partenaire et moi étions sans voix. Nous avions tous les deux vu les morceaux voler plus tôt, entendu le bruit de l'impact. Et pourtant, là, pas un seul indice sur la voiture. Ce qui rendait tout encore plus étrange, c'est que juste après qu'on l'a dépassée, la voiture a soudainement pris une sortie. J'ai jeté un coup d'œil rapide au conducteur. Il portait un chapeau qui ressemblait à un vieux chapeau d'Indiana Jones, et son visage était à moitié dissimulé dans l'ombre. Mais quand il a remarqué que je le regardais, il s'est affaissé visiblement, comme s'il essayait de se cacher. Ce geste a envoyé un frisson dans tout mon corps. Des années plus tard, cette expérience reste l'un des moments les plus inexplicables de ma vie. On en parle encore régulièrement, essayant de trouver une explication rationnelle. Je ne crois pas au glitch, mais cette expérience m'a fait vaciller. Les Appalaches ont une énergie particulière, un mélange de mysticisme et de folklore enraciné dans des siècles d'histoire. En lisant un jour, j'ai appris que les Appalaches étaient autrefois connectés aux Highlands écossais, il y a des millions d'années. Ça m'a frappé. Ces montagnes anciennes pourraient-elles encore abriter des mystères que nous ne comprenons pas? Et ce n'est pas la seule histoire étrange des Appalaches. J'ai rencontré un chauffeur de camion-citerne, quelqu'un de sérieux, pas du genre à raconter des bêtises. Il m'a juré qu'il avait vu un Sasquatch en Virginie occidentale. Évidemment, la Virginie occidentale. Avec des histoires comme celle-là, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache vraiment dans ces montagnes, au-delà des routes sinueuses et des forêts épaisses. Un jour, mon mari et moi nous promenions dans le centre-ville de Seaside, en Oregon. C'était la fin décembre, un dimanche matin calme, et la plupart des boutiques étaient fermées ou désertes. L'atmosphère générale était paisible, presque endormie. En passant devant une boutique celtique, je me suis senti intrigué et j'ai décidé d'y entrer. Dès que j'ai franchi la porte, l'ambiance a changé brusquement. La boutique était étonnamment pleine de monde, ce qui contrastait avec le reste de la ville. Mais dès que je suis entré, tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Le silence était total, comme si ma présence avait interrompu quelque chose. J'ai immédiatement ressenti un poids étrange sur mes épaules. Tout semblait flou, lourd, presque irréel. Une femme derrière le comptoir a commencé à me parler et a essayé de me tendre un pendentif. Au moment où mes yeux se sont posés sur cet objet, une vague écrasante de noirceur et de terreur m'a envahi. J'ai vu une sorte d'obscurité indescriptible, une sensation oppressante qui me pressait la poitrine. C'était comme si toute la pièce s'était transformée en un abîme de désespoir. Jamais je n'avais ressenti quelque chose d'aussi profondément sombre. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à sortir de la boutique. En franchissant la porte, tout a disparu d'un coup. L'air frais du trottoir m'a ramené à la réalité. Mon esprit s'est éclairci instantanément, et je me suis retrouvé parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. La transition était si soudaine que je me suis demandé si ce que je venais de vivre était réel. Mon mari, qui m'attendait à l'extérieur, a vu mon expression et m'a demandé ce qui s'était passé. Il a voulu entrer, lui aussi curieux, car il adore les boutiques ésotériques et celtiques. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange, pourquoi n'était-il pas entré avec moi en premier lieu? Nous venions tout juste de nous marier et il marchait avec son bras autour de moi quelques instants auparavant. Il aurait dû me suivre naturellement. Mais, pour une raison inconnue, il était resté dehors. Je l'ai arrêté net. Non,
On n'y retourne pas, ai-je dit fermement. Sans vraiment expliquer pourquoi, je l'ai tiré par la main et nous nous sommes éloignés. Mon instinct me criait de ne pas laisser cet endroit nous aspirer à nouveau. Depuis ce jour, je suis retourné à Siside plusieurs fois, mais je n'ai jamais retrouvé la boutique. L'endroit où je pensais qu'elle se trouvait n'abrite plus rien de semblable, et même en explorant les rues, je n'ai vu aucun signe de ce magasin. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vécu ce jour-là. Il y a un an, je vivais une routine bien rodée pendant mes pauses déjeuner, je partais marcher jusqu'à un parc, nager quelques longueurs, manger un petit encas, puis revenais tranquillement au travail. C'était une habitude apaisante, et ce jour-là ne semblait pas différent. En chemin vers le parc, je marchais sur une rue relativement calme, bordée de maisons. Il faisait beau, et je profitais du moment pour décompresser. C'est à ce moment qu'un homme s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé fixement, d'un air sérieux, comme s'il évaluait quelque chose. Après quelques instants, il a simplement continué sa route sans rien ajouter. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il s'était arrêté, comme s'il avait quelque chose d'important en tête, mais n'avait finalement rien dit. Un peu troublé, je me suis retourné pour voir où il allait. La rue était droite, sans intersection proche ni chemin latéraux, mais l'homme n'était plus là. Je n'ai pas vu de voiture démarrer, ni de mouvement particulier. C'était étrange, mais je n'y ai pas réfléchi plus longtemps et ai continué mon chemin jusqu'au parc. Après avoir nagé et mangé, je suis reparti vers mon lieu de travail, cette fois en marchant sur le côté ombragé de la rue, du côté opposé à mon trajet précédent. C'est là qu'un chien est sorti brusquement d'une maison voisine. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il s'est approché rapidement et, avant même que je comprenne ce qui se passait, il a planté ses dents profondément dans mon mollet. La douleur a été immédiate, vive et déstabilisante. Je me suis mis à saigner abondamment, tâchant de m'éloigner en boitant. Le chien, après m'avoir mordu, s'est retiré et est retourné vers sa maison, mais je restais seul, blessé, sans mon téléphone qui était tombé pendant l'attaque. Tentant de maîtriser la panique, je me suis mis à essayer de stopper les voitures qui passaient, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour m'aider. Personne ne s'arrêtait. La rue semblait soudain anormalement vide malgré le passage occasionnel de véhicules. Je me suis finalement traîné jusqu'au trottoir, cherchant un endroit où m'asseoir et évaluer la situation. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que je me trouvais exactement à l'endroit où l'homme m'avait arrêté plus tôt dans la journée. La coïncidence m'a frappé. Je n'avais pas prêté grande attention à cette interaction auparavant, mais la revoir sous cet angle, alors que j'étais blessé, m'a semblé troublant. J'ai fini par trouver de l'aide après quelques minutes qui m'ont semblé interminables. Une voiture s'est arrêtée, et quelqu'un m'a permis de joindre les secours. L'incident s'est terminé sans autre complication, mais ce moment précis, cet endroit où cet inconnu m'avait regardé si intensément est resté gravé dans ma mémoire. Quand j'ai raconté l'histoire à une amie, elle m'a regardé avec des yeux grands ouverts avant de proposer une théorie farfelue. Cet homme aurait peut-être été une sorte de voyageur temporel ou de messager, sachant à l'avance ce qui allait m'arriver. Quand j'avais 5 ans, ma sœur jumelle identique et moi avons rattrapé la scarlatine. Nous vivions habituellement aux États-Unis, mais à cette époque, le travail de mon père nous avait temporairement déplacés en Inde. Nous n'étions pas habitués à l'eau et à la nourriture locale, ce qui nous a rendus vulnérables. La maladie s'est aggravée rapidement, et à la fin de la fièvre, nous sommes toutes les deux tombées dans le coma. Un jour, je me suis réveillé. Le premier son que j'ai entendu était celui de ma mère et de ma tante qui hurlaient et pleuraient. Elles étaient toutes les deux agenouillées sur le sol, tenant ma sœur dans leurs bras. Elle ne respirait pas. Elle tentait désespérément de la réanimer, compression thoracique, bouche à bouche, tout ce qu'elle pouvait faire. Mais rien ne fonctionnait. J'étais petite et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Je me souviens d'avoir tiré sur la manche de ma mère, essayant d'attirer son attention, mais elle ne réagissait pas, comme si je n'étais pas là. Tout semblait flou, confus. Incapable de comprendre l'ampleur de la situation, je suis retourné dans notre chambre, décidé à me recoucher. Mais lorsque j'ai regardé dans le coin de la pièce,
là où se trouvait le lit de ma sœur, je l'ai vue. Elle était allongée, paisible, et respirait normalement. Étonné, je suis retourné dans le salon pour dire à ma mère que ma sœur allait bien, mais c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ma mère ne tenait pas ma sœur. C'était moi qu'elle avait dans ses bras. J'ai vu mon propre corps, inerte, alors qu'elle essayait désespérément de me réveiller. Mes lèvres étaient bleues, mes bras semblaient si légers dans ses mains, comme si je n'étais plus qu'une poupée. Tout était surréaliste, comme si je flottais quelque part entre deux mondes. Je regardais la scène, incapable d'intervenir, incapable de comprendre comment c'était possible. Et puis, je l'ai vu. Mon propre corps a légèrement bougé. Mes yeux se sont ouverts d'un coup, et à cet instant précis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé des semaines plus tard, dans un lit d'hôpital. Ma mère était là, épuisée mais vivante, et ma sœur était couchée dans le lit à côté de moi. On m'a appris que ma mère avait également attrapé la scarlatine en s'occupant de nous. Nous avions toutes les trois été transportées d'urgence en soins intensifs, et selon les médecins, j'avais failli mourir. Ce jour-là, ils avaient essayé de me réanimer, mais j'étais restée inconsciente, et il avait fallu une intervention médicale rapide pour me sauver. Je n'ai jamais raconté à ma mère ce que j'avais vu. Mais une chose est sûre, ce moment m'a marqué à jamais. Je me sens toujours lié à ma sœur d'une manière qui dépasse les mots, comme si cette expérience avait scellé quelque chose entre nous, une connexion plus profonde que celle que partagent habituellement des jumelles. Il y a 2 nuits, j'ai vécu une expérience que je ne peux pas expliquer, et elle me trotte dans la tête depuis. Comme chaque soir, je suis allé me coucher vers 23h30. Avant d'éteindre la lumière, je prends toujours un moment pour lire. J'étais plongé dans un livre d'histoire non fictionnelle, un récit sérieux et factuel. Ma lampe de chevet émettait une lumière chaude et tamisée, parfaite pour lire sans fatiguer mes yeux. Je n'avais rien lu de particulièrement troublant ni excitant ce soir-là. Après environ une demi-heure, j'ai refermé mon livre, posé mon téléphone face contre la table de nuit au-dessus du livre, et éteint la lampe. Ma chambre est un sanctuaire de noirceur, des murs peints en violet profond, des meubles noirs et un rideau occultant épais qui bloque toute lumière extérieure. Quand je coupe la lumière, il fait nuit noire, sans la moindre lueur. Alors que je m'installais confortablement, les yeux encore ouverts, j'ai soudain remarqué une lumière vive et concentrée au pied de mon lit. C'était comme un flash d'appareil photo, rapide, intense, et si brillant qu'il a illuminé la moitié inférieure de ma chambre. J'ai ressenti mes pupilles se contracter instantanément sous l'effet de cette lumière soudaine, et il a laissé derrière lui une rémanence lumineuse dans ma vision, comme quand on fixe une lumière vive trop longtemps. Le flash m'a figé sur place. Mon cœur battait à tout rompre alors que je tentais de comprendre ce que je venais de voir. Dans le silence de ma chambre, j'ai articulé à voix haute, qu'est-ce que c'était ? J'ai attendu, tendu, craignant que cela ne se reproduise. Mais il n'y avait rien d'autre. Pas un son, pas un mouvement. Après 1 minute à peine, j'ai décidé d'allumer la lumière de ma lampe de chevet pour inspecter la pièce. Le bas de mon lit, l'endroit d'où semblait provenir la lumière, ne contenait rien d'inhabituel. Pas de lampe, pas de câble, pas d'équipement électrique susceptible de produire un tel flash. Je n'ai ni téléviseur, ni autre lampe dans cette partie de la pièce. Tentant de rationaliser, j'ai pensé à mon détecteur de fumée. Mais celui-ci est fixé au plafond, ne contient pas de stroboscope, et ne s'était pas déclenché. Ensuite, j'ai envisagé un éclair de lumière venant de l'extérieur. Pourtant, la météo était calme, aucun orage, et le rideau épais aurait de toute façon bloqué toute lumière extérieure. Plus tard, la paranoïa s'est installée. Mon esprit s'est tourné vers des pensées irrationnelles. Était-il possible que quelqu'un soit caché dans ma maison, prenant des photos avec un appareil photo à flash? J'ai vérifié la fenêtre, scruté les coins sombres de ma chambre, mais rien. J'ai essayé de calmer mes nerfs en restant éveillé, défilant sur mon téléphone pendant 1 heure avant de m'endormir. Le lendemain matin, je n'arrivais toujours pas à m'expliquer ce qui s'était passé. Un rapide tour sur Internet m'a montré que je n'étais pas seul à avoir vécu une telle expérience. Apparemment,
des centaines de personnes à travers le monde ont rapporté des flashs lumineux inexpliqués dans des pièces sombres, souvent sans cause identifiable. Bien que cela m'ait rassuré de savoir que je n'étais pas seul, je me sentais encore troublé. Pour écarter toute possibilité médicale, j'ai pris rendez-vous pour un examen oculaire le jour même. Mon optométriste, après un examen minutieux, n'a trouvé aucune anomalie, mes yeux étaient en parfaite santé. Il a mentionné la possibilité d'une aura migraineuse, mais je n'ai jamais souffert de migraine, et je ne ressentais aucun mal de tête ou malaise ce soir-là. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée à personne, parce que je sais combien elle semble ridicule. Mais je sais ce que j'ai vu, et ça me hante encore. C'était une nuit comme les autres. Je venais de finir mon service comme barman, il devait être environ 2 heures du matin. Complètement sobre, mais un peu fatigué, je suis sorti promener mon chien comme d'habitude. La rue était calme, sans vent, un silence typique de la campagne à cette heure tardive. En marchant, j'ai entendu un bruit étrange derrière moi. Un bruissement, comme si quelque chose bougeait, mais il n'y avait aucun vent, rien qui puisse expliquer ce bruit. Mon chien, une femelle normalement calme, avait le poil hérissé et émettait un grognement grave, presque menaçant. Cela m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'ai regardé autour de moi et, dans l'obscurité, j'ai cru apercevoir une silhouette sombre sur la route, un peu plus loin. Mon téléphone n'éclairait pas assez loin avec sa lampe, et je n'avais pas pensé à prendre une vraie lampe de poche. Je me suis donc rapproché pour voir de quoi il s'agissait. Mais mon chien refusait de bouger, planté sur place comme si elle sentait quelque chose de dangereux. Malgré ses réticences, je lui ai dit d'attendre, et je me suis avancé seul pour vérifier. En m'approchant, j'ai réalisé que la silhouette n'était pas une personne, ni un animal, mais un arbre. Un énorme arbre, planté là, au milieu de la route. C'était comme s'il avait poussé en une nuit. Ce n'était pas possible, je venais de passer par cette route en voiture pour rentrer chez moi, et il n'y avait rien à cet endroit. Pourtant, là, devant moi, il y avait cet arbre, facilement au-de 6 mètres, ses branches noires et tordues se détachant sur le ciel étoilé. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient des tours à cause de l'obscurité. Peut-être que la lumière de mon téléphone créait une illusion d'optique ? Mais quelque chose dans mon estomac me disait de ne pas m'approcher davantage. Une sensation de terreur rampante, viscérale. Pourtant, c'était juste un arbre, non ? Je me suis forcé à avancer, essayant de me rassurer, mais en même temps, j'ai instinctivement dégagé ma chemise pour avoir accès à mon arme, juste au cas où. J'ai ri nerveusement de ma propre peur, quelle menace pourrait représenter un arbre. À environ 15 mètres de l'arbre, tout a changé. L'arbre s'est levé. Il a bougé, se décrochant littéralement de la route avec un fracas retentissant. Je l'ai vu plier ses jambes, ou ce que je suppose étaient ses racines, et s'écraser dans les bois voisins. Le bruit était assourdissant, un mélange de branches qui se brisent et de grondements profonds. J'étais pétrifié, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Puis, comme si une décharge d'adrénaline m'avait frappé, j'ai crié, attrapé mon chien et me suis mis à courir à toute vitesse vers la maison. Je n'ai pas regardé derrière moi avant d'être à l'intérieur, les portes verrouillées, haletant avec mon chien blotti contre moi. Le silence était revenu, mais je n'arrivais pas à me calmer. Tout ce que je pouvais penser, c'était, qu'est-ce que c'était ? Depuis cette nuit, je repasse l'événement encore et encore dans ma tête, essayant de trouver une explication rationnelle. Mais rien ne correspond. Je n'ai jamais entendu parler d'un phénomène comme celui-là, et je n'ai rien trouvé dans mes recherches. Quand j'avais 20 ans, je visitais une petite ville en Italie célèbre pour ses tours médiévales que l'on peut escalader. Ma petite amie, peu enthousiaste à l'idée de grimper des marches interminables, avait décidé de rester en bas pendant que je montais seul. Ce jour-là, le ciel était dégagé et le soleil brillait intensément. La ville baignait dans une lumière dorée qui rendait la scène presque irréelle. La tour que j'avais choisie était haute, avec un escalier en colimaçon qui serpentait le long des murs intérieurs. Il n'y avait aucune fenêtre, juste cette montée constante. Le trajet jusqu'au sommet m'a pris tout au plus 5 minutes, peut-être moins. Quand je suis arrivé tout en haut,
j'ai trouvé une échelle qui menait à une trappe. Curieux, j'ai grimpé l'échelle, ouvert la trappe, et me suis hissé sur le toit. C'est à cet instant que tout a basculé. Le ciel, auparavant bleu et dégagé, était maintenant sombre et menaçant. De lourds nuages gris ardoise s'étendaient à perte de vue. Une atmosphère étrange pesait sur moi, et une inquiétude sourde s'est installée. Je me souviens m'être demandé comment un tel changement de météo avait pu se produire en si peu de temps. Le toit de la tour était entouré d'une structure métallique ressemblant à une cage, probablement installée pour empêcher les visiteurs de tomber ou de sauter. Je m'étais à peine avancé que j'ai entendu un grondement sourd. C'était un tonnerre lointain, mais suffisant pour m'inquiéter. À ce moment-là, un phénomène étrange s'est produit, de petits arcs électriques ont commencé à danser entre les barreaux métalliques de la cage. Ce n'était pas un véritable éclair, mais plutôt un scintillement électrique, comme si l'air lui-même était chargé. Mon instinct de survie a pris le dessus, et j'ai décidé qu'il était grand temps de redescendre. Je suis redescendu à une vitesse que je ne pensais pas possible, prenant les marches deux par deux. Quand j'ai atteint la base de la tour et que je suis sorti à l'air libre, j'ai levé les yeux, prêt à voir le ciel sombre. Mais tout était normal. Le soleil brillait toujours. Pas un nuage en vue. La journée était aussi calme et lumineuse qu'avant mon ascension. Ma petite amie, voyant mon visage blême, m'a demandé ce qui s'était passé. Quand je lui ai expliqué que je pensais avoir vu des éclairs et des arcs électriques au sommet, elle m'a regardé avec incompréhension. Pour elle, le temps n'avait jamais changé. Il n'y avait eu ni nuage, ni tonnerre, ni trace d'une quelconque tempête. Je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Était-ce une hallucination? Une illusion due à une montée d'adrénaline? Une anomalie électrique inexplicable? À chaque fois que je repense à cet épisode, je suis partagé entre fascination et incompréhension. J'ai essayé de raconter cette histoire à d'autres, mais l'incrédulité sur leur visage m'a souvent fait abandonner. En tant que conseillère pédagogique pour des étudiants en ligne, je gère toutes sortes de problèmes techniques liés aux examens, qui sont eux aussi organisés en ligne. Pour suivre ces cas, je tiens un document très précis où je consigne chaque incident, appel, email ou texto des étudiants signalant des soucis. Ce document est organisé par onglet, chaque onglet correspondant à un examen spécifique. Personne d'autre que moi n'a accès à ce fichier, car je suis la seule conseillère pour cette cohorte. Le jour de l'examen, je me suis connecté tôt pour me préparer et vérifier le document de suivi. En ouvrant l'onglet dédié à l'examen du jour, j'ai été surprise de trouver une ligne déjà remplie. Cela ne devait pas être possible, car l'examen n'avait pas encore eu lieu et cet onglet devait être vide. La note indiquait « Appelez l'étudiant à 11h20 car il ne s'était pas connecté à l'examen ». L'étudiant s'est connecté pendant que je laissais un message vocal. Le nom de l'étudiant concerné était Kyle. C'était un cas classique que je rencontre souvent, mais il m'a semblé étrange que cette note soit déjà là. Pensant que j'avais fait une erreur en l'écrivant au mauvais endroit auparavant, je l'ai supprimé et n'y ai pas pensé davantage. L'examen a commencé, et comme à chaque fois, j'ai surveillé les connexions des étudiants. 20 minutes après le début, je fais toujours un pointage pour m'assurer que tout le monde est bien connecté. Ce jour-là, une seule personne manquait à l'appel, Kyle. Immédiatement, cette situation m'a rappelé la note que j'avais vue plus tôt. Plutôt que de suivre ma procédure habituelle et de l'appeler, j'ai décidé de tester ce qui allait se passer. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, laissant volontairement passer le temps pendant lequel je serais normalement en train de laisser un message vocal. Lorsque je suis revenu à mon ordinateur, à peine 45 secondes plus tard, Kyle était connecté et avait commencé son examen. Il n'avait pas eu besoin de mon intervention. En regardant mon tableau vide, j'ai réalisé que si j'avais appelé Kyle comme d'habitude, la situation aurait été exactement celle décrite dans la note mystérieuse que j'avais vue et supprimée ce matin. L'examen aurait eu une seule ligne notée, celle d'un appel à Kyle avec la mention qu'il s'était connecté pendant que je laissais un message vocal. Je suis gérant d'un magasin pour adultes avec un petit théâtre, ce qui vous donne une idée du genre de clients que je croise quotidiennement. Parmi eux,
il y avait un habitué qui était toujours courtois. Nous échangions des banalités, rien de plus. Un jour, après avoir fini nos salutations habituelles, il s'est dirigé vers la sortie mais s'est arrêté net, comme s'il avait oublié quelque chose d'important. Il est revenu vers le comptoir, visiblement troublé. Il m'a dit qu'il ignorait d'habitude une chose qu'il ressentait, mais que ce jour-là, il ne pouvait plus passer outre. Intrigué, je lui ai demandé de quoi il parlait. C'est alors qu'il m'a expliqué qu'il voyait toujours un homme noir plus âgé à mes côtés. Il m'a dit que cet homme était là, 24 heures sur 24, chaque fois qu'il me voyait dans le magasin. L'homme se tenait simplement à mes côtés, me regardant avec un sourire bienveillant. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Personne dans ce magasin ne sait que je suis métisse. Seul mon patron connaît ce détail. Mon père, un homme noir de 65 ans à qui j'étais profondément attaché, est décédé en 2014. Essayant de ne rien laisser paraître, j'ai répondu par des « ou » et des « waouh » pour ne pas lui donner d'indices et voir jusqu'où il irait. Le client a poursuivi. Il m'a dit que cet homme, qui ressemblait à mon père, était triste parce que ses enfants ne faisaient pas ce qu'il leur avait demandé. Il a insisté sur le fait qu'un enfant en particulier l'avait beaucoup déçu. J'avais du mal à respirer à ce moment-là. Mon père et moi avions une relation très forte, et depuis son décès, il y avait effectivement des tensions entre mes frères et sœurs et moi. Il a ajouté que l'homme voulait que je sache combien il aimait sa femme, même si elle était remariée. À cet instant, j'ai senti les larmes monter. Comment cet homme pouvait-il savoir que ma mère s'était remariée? Comment pouvait-il être au courant des conflits familiaux qui avaient suivi la mort de mon père? Rien de tout cela n'était de notoriété publique. Le client a aussi mentionné que mon père avait une aura spirituelle très forte. Cela m'a frappé encore plus profondément, mon père était pasteur. Il a continué à me dire d'autres choses personnelles qui semblaient impossibles à inventer. Puis, à un moment donné, il m'a demandé si j'étais enceinte. J'ai répondu que non, mais il m'a dit que mon prochain enfant porterait l'âme de mon père. Cette idée m'a bouleversé, car mon fils de 2 ans ressemble énormément à mon père. Il adore même les chansons préférées de mon père, celles que nous écoutions toujours ensemble. Après cet échange, je ne l'ai plus jamais revu. Je suis allé dans ma cuisine pour me préparer un petit encas, quelque chose de simple, des tranches de bagel grillées avec un peu de fromage. J'ai coupé mon bagel, inséré les tranches dans le grille-pain, et baissé le levier pour les faire griller. Le grille-pain était dans sa position habituelle, le devant, avec le levier et le cadran de réglage, me faisait face. L'arrière du grille-pain était contre le mur, comme toujours. Une fois le levier enclenché, je suis allé jusqu'au réfrigérateur, à seulement quelques pas, pour prendre du fromage. Cela n'a pris qu'1 minute, peut-être moins. Mais quand je suis revenu pour récupérer mes tranches de bagel, quelque chose d'étrange m'a sauté aux yeux. Le grille-pain n'était plus dans sa position normale. Maintenant, l'arrière du grille-pain, la partie sans levier ni cadran, me faisait face. La façade, avec le levier et le cadran, était parfaitement tournée vers le mur. J'ai figé sur place, complètement confus. Je n'avais pas touché au grille-pain depuis que j'avais baissé le levier. Personne d'autre n'était dans la cuisine. J'étais seul. La position du grille-pain était impossible à expliquer. Comment avait-il pu pivoter de 180 degrés, aussi précisément, en si peu de temps? Et pourquoi? Rien autour de lui n'était déplacé, rien n'était tombé ou bousculé, et il n'y avait aucun signe d'une quelconque force ou d'un événement naturel qui aurait pu provoquer cela. Pendant plusieurs secondes, j'ai simplement regardé le grille-pain, cherchant une explication logique. Peut-être que je l'avais mal positionné dès le départ et que je ne m'en étais pas rendu compte? Mais non, je savais comment je l'avais mis en marche. C'était clair dans mon esprit. J'avais vu le levier et le cadran devant moi, exactement comme ils étaient censés l'être. Plus je réfléchissais, plus cela devenait absurde. Rien dans la disposition de la cuisine, aucun geste que j'aurais pu faire inconsciemment, ne pouvait expliquer cette rotation parfaite de l'appareil. C'était comme si, dans ces quelques secondes où j'avais tourné le dos, quelque chose ou quelqu'un avait volontairement tourné le grille-pain de façon méticuleuse.
C'était l'été 2016, un week-end doux, lors du pic de la pluie de météores des Perséides. Comme le voulait la tradition, mon père et moi avions décidé de nous éloigner des lumières oppressantes de notre ville pour trouver un ciel clair et observer le spectacle. Cette fois, nous avions choisi une colline dans les Chilternes, un lieu que nous avions visité plusieurs fois auparavant, mais jamais pour les Perséides. Mon père, passionné d'astronomie, avait pris l'habitude de m'emmener dans des endroits isolés pour observer les étoiles. Avec son télescope, nous avions déjà aperçu Saturne, Jupiter et bien d'autres merveilles du cosmos. Cette fois, nous étions rejoints par mon partenaire et mon cousin, qui n'avaient encore jamais exploré ce site. Le voyage avait commencé sous des auspices mitigés, le ciel, si prometteur en journée, se couvrait de nuages à mesure que nous approchions de la colline. Mon père, toujours optimiste, nous rappelait un souvenir marquant de 1999, lorsque nous avions observé une éclipse solaire depuis une plage en Cornouailles. Ce jour-là, un ciel tout aussi couvert s'était miraculeusement ouvert juste à temps pour révéler l'éclipse. Peut-être que la chance nous sourirait encore. Arrivés au pied de la colline, nous avons garé la voiture et entrepris l'ascension. Bien que courte, la montée était suffisamment raide pour nous échauffer. Une fois au sommet, nous avons étalé des couvertures et attendu que la nuit tombe, espérant que les nuages se dissipent. Le coucher de soleil a offert un spectacle magnifique. Les rayons déclinants teintaient la face inférieure des nuages d'une lueur dorée et rougeoyante, donnant au ciel l'apparence d'un immense incendie. Même si les météores restaient invisibles, cette vue valait presque le déplacement. Au loin, sur l'horizon opposé, la lune a commencé à se lever. Mais quelque chose clochait. C'était une lune immense, bien plus grande qu'à l'accoutumée, et pleine. Je savais que ce soir-là, la lune devait être à moitié pleine, car j'avais vérifié les phases lunaires pour m'assurer qu'elle ne serait pas trop lumineuse pour observer les étoiles filantes. Pourtant, là, devant nos yeux, elle semblait entière et resplendissante. Je l'ai montré à mon père, qui a partagé mon incompréhension. Il était sûr lui aussi que la lune ne devait pas être pleine. Mon partenaire et mon cousin ont également remarqué cette anomalie. Tous les quatre, nous étions captivés par cette lune énorme, suspendue au-dessus des collines. Puis, mon père a attiré mon attention sur une autre étrange occurrence. Juste au-dessus de nous, un trou s'ouvrait dans les nuages, révélant un ciel clair. Et là, au centre de cette fenêtre céleste, brillait la vraie lune. La demi-lune, comme prévu. Nous avons levé les yeux en silence, incrédules. Deux lunes, l'une en haut, l'autre à l'horizon. Ce n'était pas une illusion. Elles étaient là, chacune distincte, l'une fausse, l'autre réelle. Après quelques minutes, la fausse lune a commencé à changer de couleur, passant du blanc éclatant à une teinte orangée, avant de s'éteindre progressivement dans l'obscurité. La vraie lune, elle, a disparu à son tour derrière les nuages, et le ciel s'est refermé. Le reste de la nuit a été marqué par un silence étrange. Nous sommes restés assis un moment, essayant de donner un sens à ce que nous venions de voir, mais aucune explication ne semblait tenir la route. Pas de projecteur dans cette région reculée. Pas de phénomène connu qui aurait pu produire une image aussi nette et lumineuse. Finalement, nous avons replié les couvertures et redescendu la colline, étrangement calme. Les météores ne s'étaient pas montrés, mais ce que nous avions vu était bien plus inexplicable. Durant les jours qui ont suivi, j'ai passé des heures à rechercher des phénomènes aériens ou astronomiques pouvant expliquer l'apparition de cette deuxième lune. Je n'ai rien trouvé. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, c'est que, des années plus tard, mon père et moi nous souvenons tous deux parfaitement de cette vision. Pourtant, mon partenaire et mon cousin, qui étaient avec nous cette nuit-là, disent ne pas se souvenir de cette fausse lune. Ils se rappellent de la sortie, des nuages, et du coucher de soleil, mais absolument rien de l'anomalie lunaire. Si j'avais été seul à la voir, j'aurais pu attribuer cela à une hallucination ou à un jeu de mon imagination. Mais le fait que mon père partage cette mémoire rend le phénomène infiniment plus dérangeant. C'est comme si nous avions eu accès, juste pour un instant, à quelque chose que nous n'étions pas censés voir. Il y a quelques étés, mes amis de l'université et moi avons été invités à passer quelques nuits chez l'une de nos amies,
puisque nous assistions à un festival près de chez elle. Sa famille est extrêmement riche, et ils vivent dans un immense manoir ancien, niché dans la campagne anglaise. Comme on peut s'y attendre avec une maison aussi grande, on nous a fait visiter les lieux, et chacun a été conduit à sa chambre d'invité. Pendant la visite, son père, avec un ton à moitié sérieux, nous a raconté que la maison était soi-disant hantée. Il a ajouté qu'en emménageant, ils avaient trouvé un vieux meuble, une commode, laissée dans l'une des chambres d'invités. Celle où j'allais dormir. Apparemment, cette commode était l'un des rares objets abandonnés par les anciens propriétaires, et dans un des tiroirs, ils avaient découvert une mèche de cheveux. Sur le moment, je n'ai pas pris l'histoire au sérieux. Je ne suis pas vraiment du genre à croire aux histoires de fantômes. Mais je dois avouer que l'idée d'une mèche de cheveux dans un vieux meuble avait quelque chose de légèrement dérangeant. Cette nuit-là, je me suis glissé dans le lit de cette grande chambre d'invités, et c'est là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'air autour de moi était froid, pas un simple courant d'air, mais un froid stagnant et inhabituel, d'autant plus surprenant que le reste de la maison était à une température parfaitement normale. C'était en plein mois d'août, et en Angleterre, les maisons n'ont pas de climatisation, surtout pas les vieilles demeures comme celle-ci. Pendant la nuit, j'ai eu des rêves particulièrement bizarres, complètement différents de mes rêves habituels. Ils étaient désorientants, presque comme des hallucinations. Je me réveillais fréquemment, chaque fois avec cette même sensation de froid glacial. C'était un peu comme lorsque vous êtes malade et que vous passez la nuit à moitié endormi, à moitié conscient, dans un état d'inconfort constant. Ce n'était pas juste une sensation physique, mais un sentiment profond de malaise qui m'envahissait. Le lendemain matin, en me levant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné des frissons. Dans un coin de la chambre, il y avait 2 tringles suspendus, utilisés pour ranger des vêtements. Plusieurs vêtements étaient éparpillés sur le sol, leur cintre complètement détaché des tringles. J'étais presque certain que tout était bien accroché quand je m'étais couché la veille. En repensant à tout ça, je ne peux m'empêcher de me demander si l'histoire de son père à propos de la maison hantée avait influencé mon subconscient, me poussant à imaginer des choses. Mais il reste quelque chose dans cette expérience qui me dérange. Ce froid inexplicable, ces rêves étranges, et ces vêtements au sol, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu auparavant. Même si je ne me considère toujours pas comme un croyant au paranormal, cette nuit-là m'a laissé une impression indélébile. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette sensation que quelque chose, ou quelqu'un, partageait cette chambre avec moi. Il y a quelques années, je vivais dans une maison avec 2 colocataires, appelons-les Anna et Erika. J'occupais une chambre à l'étage, tandis qu'Anna et Erika vivaient au rez-de-chaussée. Presque tous les soirs, j'entendais un bruit étrange venant d'en bas, un son répétitif, comme un bruit sourd. Curieuse, je descendais souvent pour enquêter, et le bruit semblait toujours venir de la chambre d'Anna. À l'époque, j'ai naïvement supposé qu'elle faisait des exercices, comme des burpees, ou qu'elle bougeait des meubles. Cela me paraît absurde maintenant, mais comme j'habitais à l'étage, cela ne me dérangeait pas assez pour en parler. 2 ans plus tard, nous avons déménagé dans une nouvelle maison, cette fois avec une colocataire supplémentaire. Anna, Erika, et moi partagions maintenant le même étage. Rapidement, le bruit a recommencé. Mais cette fois, c'était beaucoup plus fort. Un soir, je suis allé près de la porte d'Anna, et le bruit était encore plus étrange, c'était comme si elle se heurtait contre un mur. Par moments, on aurait dit qu'elle chuchotait, ou qu'elle alternait entre pleurer et rire doucement. C'était perturbant. Ce qui m'a vraiment mise mal à l'aise, c'est quand j'ai remarqué que, chaque fois qu'Anna quittait sa chambre, ses draps et couvertures étaient éparpillés sur le sol, comme si elle les avait arrachés en pleine agitation. Je ne pouvais plus ignorer ces comportements, alors j'en ai parlé à Erika. À ma grande surprise, elle m'a avoué qu'elle entendait ces bruits, elle aussi. Cela nous a toutes les 2 laissées perplexes. Nous avons commencé à poser des questions à Anna. Elle avait toujours une explication à portée de main, « Oh, je bougeais des meubles » ou encore « La porte de ma terrasse s'est mise à claquer ». Mais aucune de ces excuses ne correspondait à ce que nous entendions réellement. Le bruit répétitif et ces moments étranges où elle semblait être dans un état émotionnel bizarre ne collaient pas du tout à ces explications. Au fil du temps,
Anna a commencé à rester de plus en plus souvent chez ses parents. Lorsqu'elle revenait, c'était rarement, juste pour récupérer des vêtements ou des affaires. Pourtant, même pendant ces brèves visites, le bruit recommençait comme si de rien n'était. Erika et moi avions fini par éviter d'aborder le sujet avec elle. C'était inutile. Il y a longtemps, lorsque j'étais à l'école primaire, un ami et moi avons décidé d'explorer le bâtiment de l'école un dimanche matin très tôt. L'endroit était complètement désert, comme on pouvait s'y attendre pour un week-end à cette heure-là. Il n'y avait pas un bruit, seulement le silence lourd et l'écho de nos pas sur les vieux carreaux du sol. Nous marchions le long d'un couloir au premier étage, bavardant à voix basse, quand un bruit assourdissant a retenti au-dessus de nous. Cela ressemblait exactement au son d'une chaise ou d'une table qu'on traîne sur le sol mais multiplié par des dizaines, voire des centaines. C'était comme si toutes les salles de classe du deuxième étage étaient envahies par un chaos soudain, des meubles qu'on déplaçait simultanément et frénétiquement. C'était incroyablement fort, si brusque que nous nous sommes figés sur place, pétrifiés. Il n'y avait absolument aucune raison pour que quelqu'un soit à l'école ce dimanche à 6 heures du matin, et encore moins pour déplacer des tables et des chaises en masse. Mon ami et moi nous sommes regardés, nos visages trahissant une terreur partagée, et sans dire un mot, nous avons pris nos jambes à notre cou. Nous avons couru comme si nos vies en dépendaient, dévalant les escaliers et quittant l'école à toute vitesse. Une fois dehors, haletant et tentant de reprendre nos esprits, mon ami m'a demandé : « Tu as entendu la femme crier dans le couloir ?» Je l'ai regardé, confus. « Non, ai-je répondu. Je n'ai entendu que le bruit des meubles. » Son visage s'est figé. Il n'avait pas entendu le bruit des meubles. À ce moment-là, le poids de l'étrangeté de la situation nous a frappés encore plus fort. Comment avions-nous pu être dans le même endroit, au même moment, et percevoir des choses totalement différentes ? L'idée qu'il ait entendu un cri de femme, quelque chose que je n'avais pas du tout perçu, me donnait des frissons. Et de son côté, le fait qu'il n'ait pas entendu le vacarme des tables et des chaises semblait tout aussi incompréhensible. Quand j'avais 7 ans, ma famille venait d'emménager dans une maison après avoir vécu dans un appartement. J'étais aux anges. La maison avait un grand jardin et, juste derrière, environ 1 hectare de bois. Un terrain de jeu parfait pour un enfant curieux et aventureux. Le soir du réveillon de Noël, notre maison était remplie d'invités. Il faisait un froid glacial dehors, donc tous les enfants étaient gardés à l'intérieur. Ce n'était pas un problème, car on avait des jeux, des friandises, et tous ces merveilleux spéciaux de Noël des années 70 à regarder à la télévision. Vers 23 heures, tout le monde était parti, et je me suis couché. J'étais bien trop excité pour dormir, mais je restais allongé, essayant de calmer mon esprit. 1 heure plus tard, alors que tout le monde dormait sauf moi, j'ai entendu un bruit étrange dehors. C'était comme un léger craquement, presque imperceptible, mais il devenait de plus en plus fort. Au début, je me suis dit que c'était juste mon imagination, mais alors, une ombre est apparue sur ma fenêtre. Il y avait une pleine lune cette nuit-là, et la lumière se reflétait sur les 10 à 15 cm de neige qui recouvraient le sol. Malgré la peur qui me paralysait, j'ai levé les yeux pour regarder. Je l'ai vu. C'était une silhouette humanoïde massive, si grande qu'elle remplissait presque tout le cadre de la fenêtre. Ce qui m'a terrifié le plus, c'étaient les cornes. 2 grandes cornes qui surmontaient une tête qui semblait presque inhumaine. À ce moment précis, un sentiment de terreur pure et absolue m'a envahi. Pas seulement la peur, mais une sorte d'acceptation glaciale de quelque chose de profondément menaçant. Puis, l'ombre s'est dissipée, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis précipité hors de mon lit en hurlant et j'ai couru vers la chambre de mes parents. Mon père et ma mère étaient déjà réveillés, alarmés par mes cris. Mon père a attrapé son fusil de chasse et est sorti immédiatement, tandis que ma mère et moi regardions depuis leur fenêtre. De là, nous avons vu mon père, tenant son fusil levé, hurler en direction des bois. Il y avait des empreintes dans la neige, des traces qui menaient directement à ma fenêtre. Mais ce qui nous a figés, c'est qu'elles s'arrêtaient net, juste sous ma fenêtre. Il n'y avait aucun signe de demi-tour ou de marche arrière. Mon père,
un chasseur expérimenté et vétéran de l'armée, est resté dehors un moment à scruter les environs avant de rentrer. Ce soir-là, je l'ai vu effrayé pour la première et dernière fois de ma vie. Nous n'avons jamais su ce qui s'était passé. Il n'y a plus jamais eu d'incident de ce genre. Mais ce n'est pas cette rencontre en soi qui m'a le plus marqué. Ce qui reste le plus troublant, c'est que j'avais rêvé de cet événement exact pendant 2 années entières avant qu'il ne se produise. Dans mes rêves, je voyais cette ombre gigantesque à ma fenêtre, mon père sortant avec son fusil, et les empreintes dans la neige qui s'arrêtaient brutalement. Chaque détail correspondait, comme si je l'avais vécu avant même que cela n'arrive. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Était-ce une prémonition? Une coïncidence troublante? Ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Ce que je sais, c'est que cette nuit reste l'un des souvenirs les plus étranges et les plus marquants de ma vie. Une nuit, j'ai fait un rêve vraiment étrange. J'étais dans une maison avec beaucoup de pièces et des escaliers, et il y avait des gens que je ne connaissais pas. L'atmosphère était agitée, comme si beaucoup de choses se passaient en même temps, mais à un moment donné, j'ai ressenti un malaise inexplicable. C'était une sensation oppressante, qui m'a laissé un sentiment de trouble même après m'être réveillé. Le lendemain, je suis allé boire un café avec une amie. Elle m'a raconté qu'elle avait fumé un joint la nuit précédente et qu'elle s'était sentie très mal, au point d'avoir une sorte de crise de panique. En écoutant son récit, je me suis souvenu de mon rêve, et j'ai commencé à lui décrire la maison que j'avais vue. Son visage s'est figé. Elle m'a regardé comme si elle venait de voir un fantôme. Elle m'a interrompu et m'a demandé de répéter. Plus je décrivais la maison, plus elle semblait bouleversée. Elle m'a finalement dit que cette maison correspondait parfaitement à celle où elle se trouvait la nuit précédente, au moment où elle avait sa crise de panique. Nous avons continué à parler pour essayer de comprendre, et en comparant les détails, nous avons réalisé qu'il était possible que mon rêve et son expérience aient eu lieu exactement au même moment. Ce que j'avais ressenti dans mon rêve semblait étrangement lié à ce qu'elle avait vécu en réalité. Depuis, je n'arrête pas de me demander comment cela a pu arriver. C'était une froide matinée d'hiver, quelque part dans les vastes montagnes du nord de l'Espagne. Le vent glacial s'insinuait entre les arbres, faisant craquer les branches nues. La neige recouvrait le sol par endroits, laissant des traces visibles là où les animaux avaient récemment passé. J'avais décidé de partir chasser tôt ce jour-là, seul avec mes chiens, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. La chasse, pour moi, était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était une tradition familiale, un moment de communion avec la nature et quelque part, avec Dieu. J'avais entendu parler de la présence de gros sangliers dans cette région, et après des heures de traque, mes chiens s'étaient mis à aboyer furieusement. Ils avaient trouvé une piste. Je les suivais à distance, le fusil prêt, mon souffle se condensant dans l'air froid. Mon cœur battait plus fort à mesure que les aboiements se rapprochaient d'une clairière. Puis, le silence tomba soudainement, brisé par un cri rauque et puissant. C'était le sanglier. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit. Mon tir avait touché sa cible. Quand j'arrivai sur place, je vis la bête étendue sur le sol, massive, impressionnante. Son souffle s'était arrêté, et mes chiens tournaient autour de lui, excités par la capture. Je m'approchai pour admirer ma prise. C'était un mâle énorme, avec des défenses qui témoignaient de son âge et de sa force. Je pris un instant pour souffler, poser mon fusil contre un arbre et murmurer une prière de remerciement. C'était une habitude que j'avais, remercier Dieu pour la vie que je venais de prendre, pour ce que la nature offrait. Mais c'est à ce moment-là que tout bascula. Un mouvement étrange attira mon attention au-dessus des arbres. Je levai les yeux, d'abord distraitement, pensant qu'il s'agissait peut-être de la brume matinale qui se levait. Mais ce que je vis me glaça sur place. Une masse sombre descendait lentement du ciel. Elle ressemblait à un nuage, mais sa texture était différente. Elle était plus dense, presque palpable, et ce qui me frappa le plus, c'était sa forme. Elle ressemblait à une main. Une main gigantesque, avec des doigts longs et sinueux, qui semblaient se tendre vers le sol. Je restai figé,
incapable de bouger. Les chiens, eux, commencèrent à gémir et reculèrent prudemment, leurs oreilles rabattues. Cette main, ou ce nuage, je ne savais pas comment le décrire, continuait de descendre, lentement mais sûrement. Ses doigts semblaient se mouvoir légèrement, comme animés d'une volonté propre. Une terreur sacrée s'empara de moi. J'étais croyant, profondément croyant, et dans ma panique, une seule pensée me traversa l'esprit, c'était une manifestation divine. Dieu, ou peut-être un ange, était en train de descendre. Était-ce un avertissement? Une punition? Je n'avais aucune réponse. Je tombai à genoux, incapable de détourner le regard de cette main qui s'approchait de moi. Mon esprit s'emballa, récitant des prières que je connaissais par cœur, suppliant le Seigneur de me pardonner si j'avais fait quelque chose de mal. Mais la main continuait sa descente inexorable. Quand elle arriva à mon niveau, elle semblait presque me toucher. J'aurais pu lever la main pour effleurer ses doigts faits de vapeur. Mais au moment où elle entra en contact avec moi, tout disparut. Pas un bruit, pas une secousse, rien. La main se dissipa dans un nuage vaporeux, glissant doucement au sol avant de disparaître complètement, comme si elle n'avait jamais été là. Je restai un instant paralysé, tremblant. Mais le silence qui suivit fut encore plus effrayant. Je tournai la tête vers l'endroit où le sanglier se trouvait. Mon sang se glaça. Il n'y avait plus rien. Le sanglier avait disparu. Pas seulement son corps, mais aussi les traces de sang, les empreintes, tout. Comme si je n'avais jamais tiré, comme si cette scène n'avait jamais eu lieu. Les chiens, confus, reniflaient frénétiquement le sol, tournant en rond, incapables de comprendre ce qui s'était passé. Moi non plus, je ne comprenais pas. La clairière semblait intacte, comme si ma présence et celle de la bête avaient été effacées. Je restai là longtemps, incapable de bouger, le regard fixé sur cet endroit vide. Était-ce un miracle? Une punition? Un avertissement? Je revis sans cesse cette main gigantesque dans mon esprit, cette présence écrasante et inexplicable. Pourquoi moi? Pourquoi ce moment précis? Des questions sans réponse tourbillonnaient dans ma tête. Finalement, je pris mon fusil, rappelai mes chiens, et rentrai chez moi. Durant tout le chemin du retour, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression oppressante, cette certitude que quelque chose de divin ou d'au-delà de ma compréhension s'était manifesté. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais chassé. Je n'en suis tout simplement plus capable. Chaque fois que je repense à cette scène, une peur sacrée me submerge. J'ai raconté cette histoire à quelques proches, mais je sais qu'ils ne me croient pas vraiment. Pourtant, je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. Cette main, cette disparition, c'était réel. Je ne chasse plus, mais je continue à prier. Peut-être que Dieu voulait m'envoyer un message. Peut-être que cette expérience était une manière de me rappeler que la vie, même celle d'un sanglier, est sacrée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, ma vie a changé pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.